aujourd'hui, l'aspect mental a une place. Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'aspect mental et l'aspect émotionnel des choses. Et l'aspect mental dans la préparation devient complexe. Pas compliqué, mais complexe. On a la sensation que les entraîneurs, on peut maîtriser certaines choses concernant ça, mais on n'a pas tous les outils. Donc ça devient important, mais peut-être urgent, dans les staffs, de créer un poste sur des préparateurs mentaux. Moi, avec le recul que je prends aujourd'hui, je me rends compte qu'on n'a pas tous les éléments. C'est pas toujours facile de l'accepter, un élément extérieur de venir là-dedans, parce qu'encore une fois, on a la sensation de tout maîtriser, mais on ne maîtrise pas tout. Donc ça devient plus qu'important aujourd'hui. Pour vous, en quoi consiste la préparation mentale du joueur? Alors il y a deux façons, pour moi il y a l'aspect mental individuel et l'aspect collectif. Dans l'aspect collectif, on est dans la préparation technique, tactique, l'organisation, l'adversaire. On commence pratiquement en milieu de semaine de le mettre en place et après une discussion collective où on peut axer sur les émotions sur les joueurs. Il y a plusieurs façons. Et après il y a l'aspect individuel où à travers des entretiens, des images, la vidéo qui est devenue très importante dans le foot aujourd'hui, de lui expliquer les raisons, le pourquoi et le comment, pourquoi ça marche et ça ne marche pas, essayer de le remobiliser, alors soit de le vexer ou soit de le rassurer, soit le conforter dans ce qu'il fait. On dit que souvent l'aspect mental, c'est-à-dire que dans le négatif, où il faut leur rentrer un peu dans la gueule, pour moi c'est pas toujours une obligation. Avez-vous déjà fait appel à des préparateurs mentaux? Régulièrement, ponctuellement, pour vous, pour vos joueurs? Ponctuellement, on m'a proposé quand j'étais en poste à Nîmes et à Niort et toi, Rafa, on s'est rencontrés pour le restart. Les choses n'ont pas pu bien se faire, mais ils ont été chercher les gens. C'est le club qui m'a intégré quelqu'un dans le staff. Ce serait bien d'essayer là-dessus. D'accord, il n'était pas choisi de... C'est pas de mon gré. C'était la direction du club qui avait choisi quelqu'un. Et la préparation mentale a été surtout axée sur l'aspect individuel. Donc je savais que ce préparateur mental rencontrait les joueurs régulièrement à travers des entretiens, à travers des exercices, à travers différentes choses. Il me tenait au courant des résultats. Je pense qu'il ne disait pas tout, parce que lui, il considérait qu'il y a des choses qu'il ne devait pas savoir et que ça restait entre eux. C'est un problème pour un entraîneur, ça? On va dire que oui, mais moi je pense que non. Je crois que c'est bien de ne pas tout savoir. Mais après, c'est une relation de confiance aussi avec le préparateur mental, la connexion qui peut se faire entre les deux. Le préparateur mental doit savoir dire et pas dire à l'entraîneur ce qu'il faut dire et ne pas dire. Voilà. Et s'il y a vraiment une relation et dans les attentes de l'entraîneur et de ce que lui il espère ou ce qu'il veut mettre en place, le préparateur mental doit être capable de nous exprimer ça. Ou à quel moment d'une carrière d'un footballeur, le mental est le plus important à travailler, la préparation mentale est le plus importante à travailler? Dès le début. Dès le début? Dès le début, à la formation, la préparation mentale doit être intégrée dans la formation aujourd'hui des jeunes joueurs. Ils doivent être habitués doivent être habitués à être confrontés à une difficulté. Et c'est pas toujours le cas. La formation française qui est considérée comme la meilleure en Europe, on a souvent été pris en exemple. Et je crois qu'on est trop souvent en train de les rassurer, de les mettre dans un certain confort. Et le confort ne les habitue pas à la difficulté. Et ça fait partie de la préparation mentale. À un moment, on doit être capable de les mettre dans la difficulté aussi. Dans la difficulté sur le terrain, dans la difficulté des résultats, dans la difficulté de jeu, de les faire changer de place, de poste. Voilà, il y a plein de moyens de les faire confronter à ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est trop souvent confronté à les sécuriser. Et ça, c'est une réflexion à avoir sur la formation. Donc, aujourd'hui, ça prend dès le départ. Il n'y a pas que quand on est professionnel qu'on doit travailler ça. Je pense qu'à la formation, ça doit être intégré. On est d'accord. Vous ne pensez pas que ça devrait être une obligation pour les centres de formation? Ça va devenir comme le préparateur physique dans la formation a été important, le gainage, la préparation physique a été travaillée. Donc la préparation mentale à travers la présence d'une personne doit être travaillée aussi. Et aujourd'hui, chez la formation, maintenant ça doit être logique. Il ne devrait même pas y avoir de réflexion à travers les clubs, à travers la formation, de prendre un préparateur mental ou plusieurs, par rapport aux catégories, les U17, les U18, les U19, bref.
Je me demande même s'il ne devrait pas y en avoir un dans chaque catégorie. Quel est votre style de management? Est-ce qu'il a évolué au fil des temps ou ça a toujours été le même? Il a évolué. Il a évolué avec l'expérience, avec l'âge. Je ne vais pas dire qu'on s'adoucit sur certaines choses. On essaye, c'est pas toujours simple, de prendre du recul et de réfléchir à son discours, son attitude. Et si l'attitude, il n'y a pas que verbal, c'est corporel, il y a plein de choses. Il peut y avoir des formes de nervosité par rapport à la pression du club et des résultats. Moi, je pense qu'il y a eu l'évolution. Il y a toujours mieux, il y a toujours moyen de s'améliorer. On dit les préparateurs mentaux avec les joueurs, mais peut-être la place aussi des préparateurs dans la place avec les entraîneurs aussi, ça peut exister. Ça a été une réflexion qui a été la mienne. On m'a souvent contacté pour essayer de travailler avec moi. J'ai toujours refusé. Avec le recul aujourd'hui, je pense que nous les entraîneurs, on doit être aidés dans ce domaine-là. Parce qu'il y a un certain vocabulaire peut-être à ne pas utiliser et à utiliser. On ne les a pas toujours, on ne les maîtrise pas. Malgré la formation, malgré nos formations de diplôme, c'est quelque chose de très spécifique quand même, hein, la préparation mentale et à travers les mots. Et moi, comme j'ai une type de management, mais avec la valeur des mots, donc voilà. Et êtes-vous proche de vos joueurs? Oui. Moi, je vais dire oui. Comment ça, qu'est-ce que ça signifie pour vous être proche parce que bon, suivant d'avoir toute forme de conversation avec les joueurs. Proche, je suis pas obligé de parler de football 24 heures sur 24 avec les uns et les autres. Ça m'est souvent arrivé de passer des repas, des soirées, des moments, de discuter de la vie, de la famille, de choses différentes. Après, notre difficulté, c'est de savoir de trouver le juste milieu entre être trop proche ou pas assez proche, de prendre du recul, de faire comprendre, même s'il y a un certain éloignement avec le joueur. C'est pas pour ça qu'on n'est pas proche, bien au contraire. Donc c'est d'essayer de bien comprendre la personnalité de chacun. Et à travers, quand on a bien compris certaines choses, est-ce qu'on peut discuter, au moins être présent, c'est toute l'image. D'accord. J'ai beaucoup aimé Jean-Louis Gasset. Je trouve qu'il avait en dehors de ses qualités techniques qui sont incroyables, mais il avait cette faculté dans les relations humaines. Voilà, de forme de langage avec nous qui nous parlait. Je pense que nous, notre langage, il faut que ça parle aux joueurs. Encore une fois, on s'adapte aussi par rapport à la personnalité des gens. Hein. On prend un peu de chaque entraîneur. On a eu un entraîneur, Alain Michel par exemple, qui nous faisait des discussions, qui sortait carrément du foot. C'était un ancien prof d'histoire, il nous racontait l'histoire. Donc il nous a fait des causeries en nous racontant l'histoire de Napoléon. D'accord. C'était voilà. Et moi, ça m'est arrivé aussi de raconter des histoires en dehors du foot et de raconter des métaphores par rapport à des situations, à des choses. Des fois, il faut sortir. Donc, reprendre chaque chose. Je connais les entraîneurs, une discussion durait 30 secondes. Et ça a marché. Ouais. Et ça a marché. J'ai vu des entraîneurs nous donner les besoins d'équipe et de faire aucun schéma, aucun plan de jeu, rien. Et nous souhaiter bonne chance simplement. Et ça a marché. Ça dépend de la situation. Où se trouve la vérité. Ouais. Et je crois que cet entraîneur-là avait capté la qualité du groupe. Et il a considéré sûrement, à juste titre, je ne sais rien, mais moi avec le recul, je me suis dit, c'est peut-être lui qui a été compris. Et nous, on était déjà des fois surpris de ne pas avoir de conseils. Le groupe avait peut-être une grande maturité déjà. Maturité, d'autogestion. Et il avait raison parce que ça a marché. Et quand vous vous retrouvez dans une situation de difficulté ou d'échec, il y a des joueurs aujourd'hui et de plus en plus ont du mal à assumer peut-être cet échec ou cette difficulté. Donc ils n'arrivent pas à trouver les éléments pour être confrontés à ça, la pression, le public, la presse, le club, les entraîneurs, il y a tout. Et il y a des joueurs qui n'ont pas cette faculté à subir ça. Donc peut-être le préparateur mental pourrait peut-être un peu arranger, soigner ça quelque part. Moi j'ai connu en tant que joueur un peu les deux cas. C'est quand même un peu différent quand même. Parce que quand vous jouez le maintien et vous êtes au fond du classement et vous jouez à des matchs à la survie, je peux vous assurer que la tête c'est pas facile.
quelles sont les difficultés en général auxquelles doit faire face un entraîneur? Les plus grosses difficultés? La gestion des joueurs qui ne jouent pas. Ça, quand vous êtes entraîneur avec un groupe, la plupart des joueurs ne comprennent pas quand ils ne jouent pas. On leur donne raison, on leur donne les raisons ou on ne leur donne pas. Ils demandent des entretiens, ils demandent des explications. Vous êtes partisan pour donner des explications ou pour pas en donner? C'est quoi votre... Ça dépend du statut du joueur. Ça dépend du statut du joueur. Ça dépend du statut du joueur, ça dépend le moment venu. Parce que le joueur peut avoir aussi des problèmes personnels dans sa vie et il est moins bien, donc d'avoir des discussions, c'est toujours un peu à la sensation qui a son importance. Puis, pas la pression, mais la présence du club et des dirigeants autour de nous, c'est pas toujours aussi... il y a une exigence forte de leur part. Et je trouve que là, entre le sportif et les directions, c'est pas toujours en adéquation. Ils n'entendent pas toujours ce qu'on dit. Donc c'est aussi, il y a le management avec les joueurs, les joueurs, et puis il y a le management aussi avec la direction qui est tout à fait différent. Si je dis que je la gère bien, ce serait un mensonge. Après, mais quand on a choisi ce métier et quand on décide de faire ça, on sait qu'on doit accepter la pression, la critique, les analyses, toute forme de choses. Alors quand elle n'est pas juste et justifiée, ça nous fait mal parce qu'on est comme tout le monde. On a cette capacité à apprendre les choses, parce qu'on intègre beaucoup de choses et puis on a quand même une force à l'intérieur de nous qui fait que voilà, on accepte, on est capable de comprendre et d'entendre les choses. Mais quand c'est pas justifié et puis les raisons ne sont pas justes, comme la mauvaise foi, c'est un peu compliqué des fois. Donc, soit on essaie de prendre du recul et on essaie de faire autre chose. Mais on dit souvent que les entraîneurs, on est dans une machine à laver et que ça tourne tout le temps, régulièrement, perpétuellement, parce qu'on est tout le temps dans la réflexion. Donc, des fois, c'est dur. Parce qu'on est souvent dans le dur. Et on morfe. Donc c'est sûrement un travail à faire de notre part, concernant moi. Je crois que tous les entraîneurs, je pense, se remettent en question tous les jours. On se remet en question après une séance, on se remet en question après un match, on se remet en question après une discussion, on se remet en question après une conférence de presse, on se remet en question après des réunions de travail. Est-ce qu'on a vu juste, est-ce qu'on a tapé juste, est-ce qu'on a dit juste, pourquoi cette séance ça n'a pas marché, on l'a mal animé, on a mal utilisé, voilà, nous on fait toujours un état des lieux. Ouais, il y a une remise en question qui se fait à chaque chose, mais c'est normal, parce que dans l'amélioration des choses, on est obligé de se remettre en question. Alors la remise en question, elle est faite avec les échanges avec le staff, avec les gens proches, on essaie de prendre le recul, on regarde les matchs, voilà. Et on se remet en question perpétuellement. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour travailler le mental de vos joueurs? Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques? Est-ce qu'il y a des situations que vous mettez en place? Il y a deux façons. Soit on intègre totalement et qu'il y a une place importante le plaisir. Alors, tout type de plaisir sur les entraînements, c'est des jeux réduits, la répétition d'avoir l'occasion de marquer des buts, de travailler devant le but ici et là. Ça, on est dans le plaisir et la mise en confiance. Et puis la deuxième chose, ça peut être le sens inverse. Quand ça va pas, c'est leur taper dans la gueule. Et là, on leur tape dans la gueule sur un aspect athlétique surtout. Là, on les fait énormément travailler. Et on peut rajouter du travail athlétique aussi. Alors il y a ça. Il y a de les faire revenir aussi sur des séances où des fois, de temps en temps, on les laisse tranquilles se reposer, de leur faire comprendre qu'on a besoin de travailler. Donc on les fait revenir. Voilà, il y a plusieurs moyens de travailler l'aspect mental avec les joueurs. C'est toujours délicat la mi-temps. Je crois que de trouver les mots justes par rapport à ce qu'on a voulu mettre en place et ce qui ne se réalise pas et ce qui ne se fait pas, il y a toujours un décalage. Dire entre le coup de sifflet de la mi-temps et on a 3-4 minutes à se dire, même ça fait un peu avant que la mi-temps se termine, on est en train d'anticiper ce qu'on va pouvoir dire à la mi-temps. Alors soit on anticipe et on intègre que sur l'aspect individuel et on va piquer 2-3 joueurs individuellement avec des messages peut-être collectifs, où on n'insiste que sur le collectif.
Alors ça, c'est sur l'aspect du jeu et sur la performance. Puis après, il y a le contexte aussi, le stade où on joue, l'environnement. On rassure, on est même en perdant des matchs à la mi-temps, on est dans le bon truc. Il faut continuer, il faut insister, peut-être faire mieux dans ce domaine-là, mais bon, voilà, tout dépend encore de la situation. C'est pas toujours bien de vouloir insister et de les faire travailler régulièrement. De temps en temps, de les laisser tranquilles aussi peut ramener un peu de confiance. Alors ça arrive d'aller bouffer avec un joueur, tu peux aller passer un moment avec un joueur, de l'inviter à dîner, de discuter de choses et d'autres, et de lui manifester de la confiance en le faisant jouer régulièrement et de lui expliquant que même si tu ne fais pas de mauvais matchs, si tu ne marques pas, c'est pas grave, ça va venir. Donc il y a la répétition des gestes, puis il y a l'extra sportif, à travers, en dehors du cadre du club et de l'entraînement. C'est important aussi. Si j'étais convaincu que la préparation mentale et le préparateur mental nous feraient bien là-dessus, mais j'en suis convaincu aujourd'hui avec le recul. Mais il faut simplement trouver la place pour ces personnes parce que vous avez une place importante aujourd'hui dans le monde du foot. Mais on a du mal à faire le pas. Et je crois que les entraîneurs de haut niveau, je pense qu'ils font appel à ça. Ça nous ferait du bien d'avoir aussi un peu de retour de temps en temps sur ce domaine-là par rapport à ces entraîneurs de haut niveau. Dans les clubs importants qui font la Ligue des Champions, qui sont toujours dans Il n'y a pas beaucoup qui en parlent non plus. Et ils n'en parlent pas. Et peut-être ne pas en parler nous fait peut-être un frein à nous aussi en dessous. Oui. Ils en parleraient peut-être un petit peu plus facilement, ça nous ouvrirait peut-être un esprit un petit peu plus important et peut-être on se lancerait dans ça. Ok, merci. Je vous remercie pour cet entretien. Bon courage à toi. Merci.